Voilà. Bien, merci Hélène pour cette présentation. C'est un honneur d'intervenir dans ce séminaire et je suis très content de pouvoir vous présenter non pas ce que j'ai pu faire, mais ce qu'on a pu réaliser collectivement, notamment avec Philippe Nabonan, mais pas que, autour de la faculté des sciences de Nancy. Et dans le cas qui nous occupe, on va plutôt parler des mathématiciens. Voilà. Voilà, donc le titre, vous l'avez là, décentrer le regard, faire des mathématiques dans une faculté des sciences de province. Et la période temporelle, elle est importante, hein, c'est 1854-1918. Donc effectivement, deux guerres. Hein. Alors, ce travail s'est appuyé sur un travail de longue haleine qui consistait à réaliser un dictionnaire des enseignants de la faculté des sciences de Nancy. Donc, pas seulement les mathématiciens et pas seulement les professeurs. Et donc, du coup, pensée large, pensée catégorie élargie, et donc s'intéresser aux maîtres de conférences, aux chargés de cours. C'est un archipel très très vaste et pas très défini d'ailleurs, qui bouge beaucoup. Et on est allé jusqu'au chef de travaux. Voilà. Et donc, ça nous donne une population de 160 personnes traitées dans ce dictionnaire, sachant que ces 160 personnes ont été, sur la période considérée, donc avant 1919, employés à la faculté des sciences de Nancy pour une fonction enseignante. Voilà. Donc en fait, on a essayé de reconstituer des profils de carrière, des dynamiques de patronage de tous les enseignants en poste à Nancy avant 1919, hein, parce que Paris est là aussi, même si on est en province. Hein. On a bien sûr confirmé quelque chose qui était à peu près évident pour nous, mais qui n'était pas forcément évident, je pense, pour tout le monde, que l'espace provincial, ce n'est pas un désert, il y a des choses qui se passent, ce n'est pas non plus forcément un lieu de relégation, même si effectivement, il y a un poids très très fort de Paris, c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à cette époque-là, c'est certainement vrai. Et donc, l'espace universitaire provincial, c'est aussi un lieu de conquête, hein, surtout lorsqu'il se situe à 30 km de la frontière allemande, après 1870, et avec les recompositions de l'espace universitaire dans les frontières, que Nancy devient un pôle d'attraction important d'un point de vue universitaire, et un pôle aussi d'investissement de l'État extrêmement important. Les pouvoirs régionaux aussi, hein, mais l'État investit beaucoup. Voilà. Alors, c'est une analyse qui concerne l'analyse que je vais faire sur les mathématiciens. Par certains côtés, on pourrait la faire sur les chimistes ou sur d'autres communautés disciplinaires. Peut-être pas avec tout à fait les mêmes résultats, mais on voit très nettement que pour ce qui concerne les mathématiciens, on a quelque chose qui est parfaitement en lien avec cette politique de conquête, hein, avec ces enjeux aussi politiques. Voilà. Alors le fil rouge de mon intervention, ça va être que nous apprennent les parcours de carrière des mathématiciens de province. Qu'est-ce qu'on peut en tirer lorsqu'on commence à les regarder en détail et quand on commence à prendre au sérieux le fait que on ne s'intéresse pas qu'aux catégories de population classiques, les professeurs titulaires d'une chaire, mais qu'on va voir un peu au-delà. Et donc, au final, je vais vous parler de 26 mathématiciens qui sont en poste sur cette période-là. Peut-être pas tous, mais en tout cas, un certain nombre. Voilà. On aurait pu prolonger, on ne l'a pas fait, on aurait pu aller jusqu'aux 45, et donc inclure une troisième guerre. Là, ça devenait infaisable techniquement, et puis de toute manière, il y a Christophe Ekes qui travaille beaucoup là-dessus et qui investit notamment aussi le territoire nancéen à travers ses travaux en ce moment. Voilà, alors donc j'ai prévu une intervention avec plusieurs parties. La première, c'est plutôt une caractérisation générale, un tout petit peu historique de l'espace universitaire nancéen, pour situer un peu le cadre. Et puis ensuite, je vais aller regarder du côté de nos populations de mathématiciens et je vais le faire catégorie par catégorie et monter en puissance en terminant par les professeurs. Alors, dans notre histoire, il y a Metz versus Nancy. Ça a toujours été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. En ce qui concerne la construction universitaire, il y a le dossier messin et il y a le dossier nancéen et il y a des frictions. Voilà. Je ne vais pas revenir sur des histoires très anciennes, mais en 1794, on a le transfert à Metz de l'école royale du génie de Mézières, qui devient école d'application du génie de l'artillerie en 1807.
On crée un lycée, voilà, et en 1808, Metz devient le siège d'une académie qui va couvrir également la Sarre et le territoire du Luxembourg, hein, pour aller vite. Et en 1811, on a une faculté des sciences qui est à Metz et qui n'est pas à Nancy. À Nancy, on va avoir une faculté des lettres. Et en fait, Metz et Nancy vont traîner des réputations diverses. Metz va être considérée jusqu'en 1850 comme une ville plutôt scientifique et Nancy plutôt une ville littéraire. 1815, on a une suppression de la faculté des sciences, bon, c'est lié au tourment politique de l'époque, bien sûr, entre autres. Hein. Et 1849, c'est un coup de massue, il y a aussi une suppression de l'Académie de Metz. Et à partir de 1854, Metz est absente de toute politique universitaire d'État, voilà, jusque dans les années 60, puisque l'université de Metz est très récente. Maintenant, si on prend le dossier nancéen, effectivement, on a en 1804 un lycée, voilà. En 1811, en même temps qu'à Metz, donc on crée une faculté des lettres, hein, non spécialisée en théologie, histoire, philosophie. En 1815, la faculté des lettres est supprimée. Et en 1822, ça va être un atout pour plus tard, bon, ça ne nous intéresse pas ici, mais on va créer une école préparatoire de médecine qui ensuite deviendra, après la guerre de 70, une faculté de médecine. Et puis surtout, et c'est là que Metz est absente, on a un rétablissement d'une académie associée au rétablissement de la faculté des lettres et la création d'une faculté des sciences. Bon, après, on a une faculté de droit, je passe, le transfert de la faculté de médecine de Strasbourg, et surtout à partir des années 1880, alors plutôt la fin des années 80, 87, 88, on a la création des premiers instituts techniques dédiés aux sciences appliquées. Et notamment, ça commence par la chimie. Alors le projet, en 1854, c'est explicite, c'est de construire une faculté industrielle. Je vous ai mis une longue citation de Faye, je ne vais pas la détailler. Hein, l'idée, c'est vraiment d'aller vers la promotion des sciences appliquées en créant une école spéciale dédiée aux sciences industrielles. Alors, bon, c'est un effet de la réforme Fortoul, manifestement, hein, du système de bifurcation. Les facultés des sciences étaient en infériorité face aux facultés des lettres. Peu d'étudiants passaient le bac S-sciences. Hein, voilà. Et puis, donc, la bifurcation va créer un baccalauréat S-sciences indépendant du baccalauréat S-lettres. Et on cherche à orienter les facultés des sciences vers les enseignements industriels. Et donc, à Nancy, je passe assez vite, hein, on va créer en 1854 un diplôme de sciences appliquées, hein, une sorte de baccalauréat industriel, pour aller vite. Hein. Et bon, bah, ça va durer pendant 3 ans, puis après, les ambitions vont encore tomber. Parce que l'école des sciences, elle périclite un peu, et ça va se transformer en cours du soir. Mais en tout cas, le pli est pris par certains côtés. Et si vous avez eu le temps de lire un tout petit peu le discours de Faye, qui est matheux, hein, et qui va revenir dans mon histoire plus tard, vous voyez bien là cette volonté, et c'est une volonté ministérielle, puisqu'à l'époque Faye est recteur de Nancy, c'est une volonté d'installer les sciences industrielles à Nancy. Alors je passe sur plein d'épisodes. Le résultat, en 1918, il est à peu près là, vous voyez une chronologie, c'est l'ensemble des instituts techniques qui vont être créés sur le territoire universitaire nancéen. Hein, voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis en rouge les écoles qui ont un lien avec nos mathématiciens, potentiellement, mais j'y reviendrai. Voilà. Et vous voyez alors les sigles des écoles qui existent encore, ENSIC, ENSAIA, je ne détaille pas, et puis vous voyez surtout en 1913, un institut qui a disparu, il a duré, ça dépend comment on calcule, 3 ans, et il ouvre 3 jours à peu près avant la déclaration de guerre. Et ce n'est pas anodin dans notre histoire. Voilà. Alors maintenant, si on prend, si on fait un tableau global, hein, et si on compare par exemple la faculté des lettres et la faculté des sciences en termes d'effectifs étudiants, vous voyez à peu près le résultat. On se tient à peu près dans les années 1890-1891, et par contre, là, il y a un différentiel qui est énorme entre la faculté des sciences et la faculté des lettres. Et là, c'est un effet absolument net des instituts de sciences appliquées, avec aussi un poids très très important des étudiants étrangers, notamment à l'époque d'origine russe. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la population des enseignants de la faculté des sciences. Alors, bon, le filtre très classique, c'est de se dire, les enseignants, c'est les profs. Mais quand on regarde la population, et quand on s'intéresse à ceux qui exercent une fonction enseignante, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas que des profs, au contraire. Hein. Alors, vous voyez à peu près là, donc on a 46 profs
hein, ça représente 29% de l'effectif de 160 personnes que j'ai indiqué. Des chargés d'enseignement à des titres divers, c'est assez compliqué, on en a 65, vous voyez, des chefs de travaux, et il y a des chefs de travaux en mathématiques, je vais vous en parler, ça représente quand même 35 personnes, 22%, et puis les maîtres de conférences qui sont à peu près à 6%. Je précise que lorsque je vous présente ces données, le critère pour retenir quelqu'un comme maître de conférence, par exemple, c'est le fait qu'il n'a occupé comme dernier poste que le poste de maître de conférence. Parce qu'on peut calculer autrement et se dire qu'il y a des personnes qui ont été maîtres de conférence puis professeurs. Il faut savoir où les compter. Donc je prends le dernier statut, le stade terminal de présence, le statut terminal de présence à l'université de Nancy. Voilà. Donc vous voyez, 46 professeurs, et puis il y a tout le reste. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'histoire des chaires, vous voyez qu'en 1854, on a une chaire de mathématiques pure et appliquée, et donc on a 4 professeurs, ils vont vite passer à 5. Et puis, je vous ai mis en rouge les apparitions ou scissions de chaires. Vous voyez, là, il y a une scission, hein, on la retrouve ici aussi, une fois de plus. Et puis la chaire de calcul différentiel et intégral, qui sera occupée notamment par Cartan, c'est un peu plus tard. Vous voyez, ce que vous voyez beaucoup aussi, c'est surtout c'est de la chimie. Et en fait, quand on fait un tableau des 46 professeurs donc titulaires d'une chaire, vous voyez que la chimie est très nettement un avantage. C'est vraiment un pôle d'investissement important à Nancy. C'est aussi le premier institut qui a été créé, l'Institut chimique. Et donc on a une quinzaine de titulaires sur la période pour les chaires. Et pour les mathématiques, vous voyez, vous commencez à voir apparaître des noms. On a 10 titulaires d'une chaire de mathématiques sur la période. Alors vous pouvez commencer déjà à vous amuser, à savoir si vous reconnaissez tout le monde. Donc je suppose que Cartan vous connaissez, j'en suis même sûr, Molck bien sûr, et puis les autres, Faye bien sûr aussi. Justement, et les autres, les chargés de cours, les chefs de travaux, les maîtres de conférences en poste avant 1918 et qui vont rester bien après, dans certains cas, qui vont avoir des carrières très très longues. Alors si on s'amuse à regarder les autres, non pas simplement sur les mathématiciens, mais sur en comptant bien plus large, toute la faculté, ça vous donne ça. Donc tout l'effectif de la population enseignante. Et je vous ai mis, alors c'est toujours le même jeu, je vous ai mis les autres mathématiciens en rouge. Donc ils ne sont pas titulaires d'une chaire de mathématiques. Il y a juste une exception, Lafont, qui est professeur adjoint mais sans chaire. Voilà. Alors, petit jeu, est-ce que vous les connaissez? Certains oui, d'autres non. Certains vont occuper un poste peut-être périphérique par rapport à nos structurations universitaires en étant chargés de cours et vont avoir une carrière ensuite nationale tout à fait importante. Certains vont être de passage, d'autres vont s'installer. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de regarder du côté des mathématiciens. Voilà, donc ça c'était pour le tableau général. Et puis maintenant, on peut aller regarder un tout petit peu plus en détail la population des mathématiciens. Alors, je vous en ai mis 3, j'y reviendrai, ce sera plutôt à la fin. Alors, je vous ai mis Floquet à gauche, Molck au milieu et Vogt, qui tous trois sont des mathématiciens qui ont un rôle central dans l'appareil universitaire nancéen, ou un rôle important, et qui surtout qui s'installent à Nancy. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et autrement, si on regarde un peu la population, j'ai quand même quelques photos. Voilà, il y a même des photos peut-être un peu inédites pour certaines d'entre elles. Tout le monde n'est pas là, mais vous voyez à peu près les personnes qui se retrouvent en poste à la faculté des sciences à ce moment-là. Et je vais être un peu plus détaillé maintenant. Les 26 enseignants de la faculté des sciences de Nancy avant 1918, vous avez donc les professeurs, avec le cas de Lafont, normalement c'est 10, mais Lafont s'en fait un de plus, mais lui n'est que suppléant, entre guillemets, de Faye, et donc n'est pas titulaire de la chaire. Et puis, les autres, avant 1918, là, vous avez des noms qui sont peut-être un peu moins connus, encore que. Vous connaissez peut-être Souillard. Je ne sais pas, je teste un peu. Non? Non? Bon, alors on continue. C'est bien si vous ne les connaissez pas. Tant mieux.
Alors, je vous montre quelques petits tableaux qui sont un peu compliqués à décoder, mais qui vous donnent les effectifs par décade, hein, par décennie, hein, de cette population. Alors, je ne vous parle maintenant que des mathématiciens. Voilà. Alors, vous voyez, donc j'ai fait un découpage par décennie. Et vous voyez le nombre à chaque fois. Hein. Donc on commence avec 3 mathématiciens sur la première décennie et on arrive en 1910-1920 avec une douzaine de personnes qui sont en poste. Et maintenant, si on les répartit par catégorie professionnelle, par statut, vous voyez qu'on a des chefs de travaux. Hein, alors on en a 3 hein, à la fin de la période, on en a 2 avant. Là, c'est très nettement l'effet institut technique. J'y reviendrai, ils sont là simplement pour assurer les formations mathématiques des ingénieurs. Hein, c'est vraiment leur rôle principal. Maintenant, si on s'intéresse aux chargés de cours, vous voyez qu'ils apparaissent assez tôt quand même, hein, dans les années 60. Voilà. Alors vous voyez leur nom, il y en a certains qui durent longtemps quand même, comme Hervieux, hein, qui reste quand même quelques années. Et puis il y en a d'autres qu'on voit apparaître dans 2 colonnes. Vous voyez, donc Bertrand par exemple, qui sera à la fois chef de travaux, et en même temps, à certains moments, chargé de cours. Hein. Et donc, il y a une polyactivité ou une continuation dans l'activité, ou une progression de carrière qui peut se faire. Et j'ai commencé à repérer Vogt, vous allez le voir dans les autres colonnes, parce que Vogt fait toute sa carrière à Nancy, et il commence comme chargé de cours pendant 2 ans. Voilà, et donc si on s'intéresse au maître de conférence, voilà la population, hein, et vous voyez, très nettement, que cette population, pour des raisons évidentes, elle n'apparaît qu'à la fin des années 70, hein, c'est un statut qui est écrit à peu près à ce moment-là, et vous voyez cette population-là qui a un temps de présence qui est assez court, sauf pour les personnes qui sont en rouge, qui, pour certaines, vont s'installer, comme Floquet ou Vogt. Et puis, enfin, vous avez cette population des professeurs, que j'ai déjà mentionné, hein, et vous voyez à peu près le déroulement temporel concernant ces statuts. Hein, voilà. Donc ça vous donne quand même une population qui est assez importante, hein, et bien sûr des responsabilités tout à fait importantes. J'y reviendrai tout à l'heure. Parmi ces personnes, notamment dans la population des professeurs, on a un recteur et plusieurs doyens. Hein, et ce n'est pas du tout anodin non plus dans cette histoire-là. Alors maintenant, je vais passer vite là-dessus. Dans cette population de 26 mathématiciens, on a quelques ingénieurs. Hein, voilà, vous avez Fabry, Faye, Mathieu, qui sont polytechniciens, Roy, qui vient de l'École supérieure d'électricité, c'est plutôt vers la fin de notre période, et puis Moll, qui est diplômé de l'ETH. On a des personnes qui sont de formation universitaire. Pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, c'est des formations locales. Ils viennent de la licence hein, de Nancy. Et puis, il y a un poids, bien sûr, énorme des normaliens. On est dans un moment où Normal Sup prend beaucoup d'importance. Et effectivement, là, ça se voit très, très bien. Et en fait, à travers ce petit tableau-là, on voit très nettement que Nancy, comme d'autres lieux de province, c'est aussi un lieu où les normaliens viennent faire leurs preuves, manifestement. Si on s'intéresse maintenant à la durée de présence de nos mathématiciens à la faculté des sciences, alors les chiffres, oui, vous arrivez certainement à lire quand même. Je vous ai mis en vert les professeurs. Vous voyez qu'ils restent assez longtemps. Floquet va faire une carrière de 42 ans, Vogt 38, Husson, dont je vous parlerai assez peu parce qu'il arrive en fin de période, 35 ans. Et je vous ai mis en bleu d'autres populations qui sont plutôt les chefs de travaux et les chargés de cours, et notamment Chanzy, qui occupe des statuts un peu à part dans cette histoire-là. Autrement, vous voyez bien qu'il y a un turnover qui est lié au poids des maîtres de conférences, notamment. Hein. Ils ne restent pas très longtemps la plupart du temps, sauf quand ils s'installent à Nancy. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. On a bien sûr des membres de la Société mathématique de France. On les voit là. Hein. Alors maintenant, si on s'intéresse aux chefs de travaux. Alors je prends catégorie par catégorie et je vais essayer d'isoler des points qui me paraissent importants et qui sont, à mon avis, intéressants par rapport aux discussions qu'on peut avoir ici. Alors, les chefs de travaux, en fait, il n'y en a qu'un. Il se fait remplacer à un moment. Hein. C'est pour ça qu'on en a 2, voire 3 à certains moments. Mais c'est celui que vous voyez en photo ici. Et en fait, la création de postes de chef de travaux, ou d'un poste de chef de travaux, c'est lié au poids grandissant des instituts techniques et des nécessaires mises à niveau des élèves dans ces instituts.
Alors, vous voyez dans ce tableau, là, les deux acteurs qui peuvent être pris en considération. Donc vous avez Barthes, je ne vais pas vous dire grand-chose, c'est quelqu'un qui va rester 1 an pour remplacer Simon, qui sera ensuite professeur au collège de Ribeauvillé. Voilà. Et puis surtout Paul Simon, hein, Paul Julien Simon, qui est licencié en sciences à Nancy, qui va rester 16 ans comme chef de travaux et qui va occuper ce poste de chef de travaux de 1905 à 1921. Et en fait, il va accompagner la naissance, quasiment, à quelques années près, de l'Institut d'électrotechnique et s'assurer de la bonne formation des mathématiciens, des élèves ingénieurs dans ce cadre-là. Alors on peut faire des cartes, j'ai essayé de les faire, c'est très artisanal. Je me suis amusé, je vous en présenterai d'autres, hein, à essayer de localiser le lieu de naissance des personnes et de voir ensuite où elles vont en fin de carrière. Vous voyez, pour voir s'il y a une forme de tropisme lié à la naissance par rapport à un lieu comme Nancy et la faculté. Alors, si on s'intéresse à Barthes, vous voyez qu'il naît à peu près de Nancy et qu'il termine sa carrière du côté de l'Alsace. Voilà. Pour Simon, on est tout à fait dans un recrutement lorrain et Simon va terminer sa carrière à Nancy. Paul Simon, c'est quelqu'un d'important localement. Hein, donc, il est chef de travaux pratiques de mathématiques affecté à l'Institut électrotechnique. Il va être chargé de conférences à l'Institut métallurgique et minier de Nancy en 1919. Alors, c'est une école qui est créée avec le soutien du patronat après la Première Guerre mondiale, notamment aussi la Chambre de commerce. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Artem. C'est une école un peu à part où, d'un point de vue universitaire, son statut est un peu à part. Et Simon va y occuper les 2 dernières années de sa vie aussi un poste pour le même type de job. Voilà. Et en fait, la motivation pour créer un poste de chef de travaux, c'est lié à l'action de Vogt, dont je vous reparlerai, qui est le titulaire de la chaire de mathématiques appliquées, qui sera directeur de l'Institut électrotechnique et qui constate que les étudiants qui arrivent à l'Institut électrotechnique n'ont pas le niveau pour suivre les enseignements nécessaires à la formation d'ingénieur. Et en fait, à cette époque-là, on peut rentrer à l'Institut électrotechnique sans le bac. On peut l'avoir, parce que ça peut passer par la licence, mais beaucoup d'étudiants viennent de l'école professionnelle locale et donc n'ont pas un niveau suffisant. Et donc, Vogt va être associé au certificat de mathématiques générales, qui va être une adaptation très locale à des contraintes de formation mathématique. Et Simon est un des acteurs. Alors autrement, Simon, c'est quelqu'un qui est très investi sur la scène locale, déjà pour les étudiants, mais par ailleurs, si vous lisez la presse de l'époque, il est très souvent cité dans la presse et il rédige plein de choses. Alors il y a un manuel destiné aux élèves de maths spé et aux élèves des instituts, et puis il y a plein de travaux de Simon qui portent sur son expérience de la guerre, sur ses voyages en Russie, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est bien installé dans le paysage local et qui est très connu de la population. Voilà. Maintenant, si on prend les chargés de cours, ce qu'on va voir très nettement avec eux, c'est les liens avec les établissements locaux. C'est-à-dire qu'on va être obligé avec eux de voir plus large que la faculté et de penser l'inscription de la faculté dans un espace qui regroupe d'autres types d'établissements, dont le lycée. Alors, on refait le même exercice. Voilà mes chargés de cours en mathématiques. Alors, je vous ai laissé en rouge Vogt, je ne vous en dis rien pour l'instant, il commence comme chargé de cours, mais je le retraiterai plus tard. Voilà. Autrement, vous voyez les chargés de cours. Donc, vous avez, il y a quand même des gens que vous connaissez, je pense, Pierre Boutroux, il est bien connu. Maurice Roy, qui est en tout début de carrière, qui fera de la mécanique à Toulouse ensuite, qui sera professeur de mécanique. Souillard, qui sera professeur à Lille, voilà, d'astronomie. Et puis d'autres qui sont peut-être un peu moins connus. Voilà. Alors, les formations, je passe rapidement. Vous voyez, on a des normaliens, on a des personnes qui viennent de l'université. Les périodes d'activité, j'y reviendrai plus tard. Et puis, si on prend notre population, toujours la même chose, on peut s'intéresser à la durée d'activité. Et on voit des choses assez intéressantes, à savoir qu'on a des personnes qui font toute leur carrière en étant chargées de cours à la faculté des sciences.
tout en occupant un poste ailleurs. Et là, normalement, vous avez un cadre qui devrait apparaître, mais il n'est pas apparu, ça ne se voit pas bien ici. Regardez simplement le lieu d'appartenance institutionnelle de ces personnes. Donc Bertrand, il est professeur à l'école professionnelle de l'Est, il est 34 ans chargé de cours à la faculté en même temps que ses activités. Vous voyez, vous prenez Chanzy, mathématiques spéciales au lycée de Nancy, 26 ans. Vous voyez, donc pareil pour Souillard, hein, qui désespère d'avoir un poste à Nancy, mais qui n'y parviendra pas. Voilà. On a des personnalités qui, en fait, sont en poste ailleurs, qui interviennent. Et donc, il y a deux catégories de chargés de cours. Il y a ceux qui sont chargés de cours, on va dire au sens universitaire, avec un poste à la faculté, c'est le cas de Boutroux, par exemple, et puis d'autres qui sont chargés de cours complémentaires, tout en ayant un poste, notamment au lycée en classe de mathématiques spéciales ou à l'école professionnelle de l'Est. Ah ben voilà, ça devait apparaître, c'est moi qui... Voilà. Vous voyez? Alors, le devenir de ces enseignants, alors, pour Boutroux, on le connaît, hein, c'est professeur au Collège de France. Si vous prenez Larocque, il sera directeur de l'École supérieure des sciences de Nantes. Voilà. Et puis, vous voyez Souillard qui apparaît ensuite à la faculté des sciences de Lille. Hein. Il a essayé désespérément de se faire recruter. Ça n'a pas marché. Et en fait, ce qu'on voit apparaître très nettement avec cette population-là, c'est d'autres lieux que la faculté. Et donc, des signes très très nets d'une polyactivité des enseignants. Ah, voilà la référence. Voilà. Et donc, dans le lot, alors pour les mathématiques, parce que pour d'autres disciplines, ça va être autre chose, hein, mais dans le lot, pour ce qui nous concerne, on a l'école professionnelle de l'Est, en haut, hein, qui est une grosse école, qui envoie aussi des chefs de travaux en chimie, par exemple, à l'Institut de chimie. Hein. Et il y a d'autres gens qui sont affectés à cette école qui vont faire toute leur carrière aussi dans l'école et à la faculté. Voilà. L'école supérieure de commerce de Nancy, qui est liée à cette école-là. Et puis bien sûr le lycée de Nancy avec Chanzy, par exemple. Alors si on s'intéresse toujours à ces cartes, voilà, Bertrand, c'est un Lorrain, il reste en Lorraine. Chanzy et Hervieux, on peut comprendre leur attachement. Manifestement, ils sont originaires de territoires tout à fait proches de Nancy. Maintenant, vous voyez par exemple Souillard, qui est originaire de Lille, qui va passer par Nancy tout en haut, il va revenir ensuite à Lille. Voyez. Stock, qui est alsacien, il va revenir ensuite en Alsace après la Première Guerre mondiale. Et Boutroux, alors lui c'est un cas à part, bien sûr, il a une trajectoire qui l'amène plus loin. Et si on s'intéresse à Roy, alors qui reste quelques mois, il reste vraiment pas longtemps, c'est juste avant la guerre, la Première Guerre mondiale, vous voyez que son tropisme, c'est plutôt de ce côté-là. Et puis Larocque va se retrouver vers l'ouest de la France. Voilà. Alors, quelles sont les activités pédagogiques de cette population? Alors, on a des professeurs, pour les professeurs de classe préparatoire du lycée et de l'école professionnelle, comme Chanzy, Hervieux, Bertrand, Larocque. On a des conférences de mathématiques, des supports d'enseignement dans les instituts techniques à partir des années 1890, en chimie et en électrotechnique, des travaux graphiques, des conférences de mécanique et de géométrie descriptive dans le cadre des cours préparatoires aux instituts, et parfois d'écoles. Les autres, ceux qui sont plutôt dans un tropisme universitaire, Cunette, comme Roy, Souillard, Boutroux, Vogt aussi, c'est des cours de calcul différentiel et intégral, des cours complémentaires en vue de la préparation de la licence, et puis des supports d'enseignement dans les instituts techniques, mais dans des proportions très très faibles. C'est vraiment pas très très développé. Alors, je vais passer rapidement sur ces diapos, parce que je pense que vous connaissez quand même Boutroux. Voilà, je me suis intéressé à ce qu'il fait lorsqu'il est à Nancy. Alors, voilà les publications. Bon, la suite de la carrière de Boutroux, c'est Poitiers, Princeton, le Collège de France, mais il meurt jeune, dans les années 20, au début des années 20. Maurice Roy, qui ne fait qu'un court passage à Nancy, c'est quelques mois. Il vient à peine de soutenir sa thèse. Il publie quelque chose qui est lié à sa thèse à cette période-là. Il sera ensuite sur la chaire de mécanique rationnelle à la faculté des sciences de Toulouse. Il va publier des manuels. Il entrera à l'Académie des sciences en 1927. Souillard, qui ne publie rien durant sa période nancéenne, qui est quand même assez longue, qui est au lycée, en prof de mathématiques spéciales. C'est quelqu'un qui intervient beaucoup dans les journaux mathématiques de l'époque, notamment dans les Nouvelles Annales et puis d'autres aussi.
et il sera ensuite professeur d'astronomie à la faculté des sciences de Lille. Et pour cette population-là, pour des raisons à peu près évidentes, on a manifestement peu d'investissement dans la vie scientifique locale, leur tropisme est ailleurs, et bon, manifestement, on n'en trouve pas tellement trace dans la Société des sciences de Nancy ou l'Académie de Stanislas. Maintenant, si on prend les maîtres de conférences, ce qui est très très net pour cette population-là, c'est que Nancy, c'est très souvent le lieu de préparation de la thèse. Manifestement, c'est là où on va faire ses armes, c'est là où on va faire ses premiers enseignements, pour certains, et c'est un territoire d'aguerrissement. On voit aussi très nettement que les réseaux normaliens jouent à plein, le patronage des maîtres parisiens est très très présent, et le téléphone fonctionne très très bien. Et donc, quand il y a une vacance de poste, comme ça va être le cas à certains moments, les informations circulent très très vite. On se demande même comment ça circule, dans certains cas. On le voit très nettement dans les dossiers de carrière. Alors, la population des maîtres de conférences, donc ceux qui ne sont que maîtres de conférences sur notre période, ben vous voyez, Fabry, Guichard, Paraf, Sauvage, Tannenberg, et puis les trois qui deviendront professeurs par la suite. Alors, sur les formations, je passe rapidement. Sur les périodes, de toute façon, c'est toujours postérieur à 1880, en gros. Et si on reprend toujours le même filtre concernant la durée de présence, vous voyez que nos maîtres de conférence ne restent pas très longtemps, sauf trois qui vont devenir professeurs, donc Floquet, Vogt et Lacour. Bon, alors vous voyez à peu près ce que vont devenir ceux qui s'en vont. Donc Fabry sera professeur à la faculté des sciences de Marseille, Guichard sera nommé à Paris, ça sera le successeur de Pinlevé, Paraf sera nommé à Toulouse, Sauvage à Marseille, et Tannenberg, alors lui c'est un cas à part, je vais le détailler un tout petit peu. Et on en a deux qui restent véritablement très longtemps. Alors si on s'intéresse maintenant toujours à ces questions de tropisme, voilà, donc Fabry qui va rester un temps à Nancy, vous le voyez, il est originaire de Marseille, et il revient à Marseille. On a des personnes qui bougent, qui changent de région manifestement. Paraf, Guichard, Sauvage, vous voyez à peu près. Là, vous voyez que c'est quand même relativement intéressant. On prend les deux personnes qui vont devenir profs, elles sont originaires, bien sûr, de la région. Lacour, c'est un cas à part. Alors, quelles sont les activités pédagogiques à Nancy? On a des cours de mathématiques générales, des cours d'astronomie pour Sauvage, la préparation à l'agrégation pour Tannenberg, des cours de mécanique. Et puis, en fait, ces enseignants ne prennent pratiquement pas part aux enseignements des instituts techniques de la faculté. Ils sont plutôt dans le cadre de la préparation à l'agrégation et de la licence. On ne les voit pas intervenir, sauf Vogt, dans un contexte plus tardif, plutôt en tant que professeur. Je vais rapidement parce que l'heure tourne. Concernant ces parcours, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que Paraf, qui va rester, vous voyez 5 ans, il prépare sa thèse à Nancy. Et il part après l'avoir soutenue. Il soutiendra sa thèse avec, devant Hermite, Picard et Poincaré. Il sera lié à Émile Borel, dans la revue du mois notamment. Eugène Fabry, qui est le frère de Charles, qui est connu aussi. Il ne publie pas grand-chose dans sa période d'ancienne, et il prépare également sa thèse, qu'il va soutenir en 1889. Je passe sur ses aspects de carrière. Guichard, qui reste 2 ans à Nancy, en 84-86. Il arrive juste après avoir soutenu sa thèse. Il ne publie pas grand-chose durant sa période d'ancienne. Et surtout, il n'est pas très bien vu des autorités académiques locales, parce qu'il est socialiste, très très engagé, il a une très très mauvaise réputation, ça va le suivre tout le temps. Ensuite, il va continuer sa carrière ailleurs, à Clermont-Ferrand notamment, et là, dans son dossier de carrière, il y a des liasses entières d'articles de presse qui documentent son engagement politique radical, et c'est pas bien vu du tout. Voilà. Ça n'empêchera pas de faire une brillante carrière, puisqu'il sera le successeur de Pinlevé, il est par ailleurs Dreyfusard engagé. Sauvage, pour lequel je n'ai pas de photo, il termine la préparation de sa thèse à Nancy. Son jury, c'est Hermite, Bouquier, Tannery. Il s'investit un peu dans les sociétés savantes locales, mais ne publie pas grand-chose. Il sera ensuite professeur de mécanique rationnelle à Montpellier.
Et puis Tannenberg, alors c'est un cas particulier, il soutient sa thèse durant sa période nancéenne, au tout début, voilà. Et surtout, il va avoir une carrière en dents de scie, puisqu'en fait, il est né en Russie, il sera ensuite maître de conf donc à Nancy, ensuite il va être nommé prof de mécanique, je crois, à Bordeaux, et puis après, il va avoir plein de problèmes, déjà plein de problèmes à Nancy pour des raisons de mœurs. Il va être rétrogradé et placé en poste au lycée de Laval. Ensuite, une autre affaire de mœurs en 1913. Donc c'est la cata complète. Il va être engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale et il va terminer au lycée de Toulon sa carrière. Et surtout, il est soutenu tout le temps par les réseaux parisiens, et notamment par Paul Appel, qui essaye de le faire réintégrer dans l'université au moment où il est licencié. Et maintenant, pour les profs, la question qui va se poser, c'est partir ou rester en province, et surtout pour y faire quoi? Alors, pour les professeurs, voici la liste des titulaires des chaires de mathématiques, et donc, il y a des noms qu'on connaît quand même, voilà. Et je vous ai mis en rouge des fonctions qui ne sont quand même pas anodines, hein, puisqu'on a quand même Bach qui sera doyen, qui a été doyen à Strasbourg, puisqu'il vient de Strasbourg, Renard qui sera doyen, Floquet qui sera doyen, Vogt qui sera directeur de l'Institut électrotechnique de Nancy, Husson qui sera doyen après la Première Guerre mondiale, et puis, j'ai oublié quelque chose, Fay qui sera recteur. Voilà. Alors, je vais passer sur ce tableau, j'accélère un tout petit peu. Hein, ce qui est intéressant par rapport à cette population-là, c'est qu'il y a des gens qui bougent. Hein, vous voyez le lieu de naissance et le lieu final de carrière. C'est le cas pour Cartan, bien sûr, Lacour, Fay, Lafont. Mais surtout, on a affaire à un recrutement qui est plutôt régional. Alors, ma carte n'est pas très belle, hein, enfin, c'est assez parlant. Vous voyez à peu près que pour les autres, et ceux qui vont s'installer durablement, on est typiquement dans un tropisme local très très net, pour des raisons diverses. Hein. Les régimes de publication de ces professeurs sont très très variés. Hein. Alors je vous ai fait un petit tableau, là, c'est pas très clair. Mathieu, il va publier essentiellement dans des journaux de mathématiques français et quelques contributions internationales, dans plus les nouvelles annales. Molk, c'est un rayonnement international. Fay, c'est plutôt national. Cartan, on connaît son histoire, je vais passer. Floquet, on est plutôt dans des réseaux de publication, compte rendu de l'Académie des sciences, revue nationale, et ça s'arrête à peu près là. Vogt, c'est plutôt des questions de pédagogie qui l'intéressent. Si on s'intéresse aux nouvelles annales de mathématiques, on a deux gros contributeurs quand même importants, c'est Vogt et Mathieu, hein, vous voyez le nombre de publications, et puis pour certains, des publications, pas forcément quand ils sont à Nancy, mais surtout le poids très important des lieux de publication et peut être très très local. Hein, et en fait, pour beaucoup des acteurs qui sont profs à la faculté des sciences, en mathématiques, il y a deux lieux de publication qui sont très nettement représentés. C'est les mémoires de l'Académie de Stanislas et le bulletin de la Société des sciences de Nancy. Nicolas Renard publie quasiment uniquement dans les mémoires de l'Académie de Stanislas, même si effectivement il peut apparaître dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Hein. Et on est à un moment où effectivement, manifestement, les mémoires de l'Académie de Stanislas, jusqu'en 1900, hein, sont encore un lieu tout à fait recommandable pour publier. Alors parfois pas des mathématiques d'un très haut niveau, mais des mathématiques quand même, ou des choses qui ont trait aux mathématiques. Alors je termine, je sais que je suis un peu long, avec quelques caractérisations de parcours. Alors, Fay, qui va être le premier professeur sur la chaire de mathématiques pures et appliquées, alors lui, il est en mission hein, pour le ministre, et en fait, il joue contre Nancy, puisqu'il est recteur en même temps que professeur. C'est lui qui est chargé d'organiser l'installation des facultés des lettres et des sciences à Nancy. C'est pas une mince affaire, parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a les pouvoirs de la mairie qui met de l'argent, mais qu'il y a aussi des volontés qui ne vont pas dans le sens de celle du ministère. Et en fait, lui, il milite auprès du ministère pour l'installation de la faculté des sciences à Metz. Et il me dit très nettement, il faudrait la déplacer. Elle vient d'être créée, mais il faudrait la déplacer à Metz. Et en fait, le tropisme, c'est un tropisme polytechnicien, manifestement, pas bien ce milieu-là. Il y a les écoles régimentaires et militaires à Metz, et ça joue beaucoup. Il ne va pas rester très longtemps, il va être toujours titulaire de sa chaire, mais il devient très vite, au bout de 3 ans,
inspecteur d'académie, et il va être suppléé par Lafont. Un autre cas, c'est celui de Xavier Bach, qui est un exilé de Strasbourg, qui a eu une longue carrière à la faculté des sciences de Strasbourg, qui a été doyen. Il publie très très peu, y compris dans sa période strasbourgeoise, mais surtout, lui, il va rapatrier à Nancy la Société des sciences naturelles et il va devenir le grand promoteur de cette société, et ça va être un lieu de publication tout à fait important. Ça va être la Société des sciences de Nancy, ça va changer de nom ensuite. Et alors, quand il part à la retraite, c'est la force d'empoigne dans toute la France pour savoir qui va obtenir son poste. Et là, on voit des réseaux de lettres, les gens sont en poste à droite, à gauche, à Toulouse ou ailleurs, et on les voit qui tous se positionnent sur des postes de Bach pour le récupérer. Et notamment dans mon histoire, on a au moins Souillard, Renard et Mathieu qui essayent de récupérer son poste. Et je crois que c'est Mathieu qui le prend. Dans notre population, il y a les déçus de Nancy. Alors, il y a Lafont, par exemple, qui est professeur adjoint sans chaire, donc suppléant de faille. Il va rester longtemps, il essaye d'obtenir une chaire, il n'y parvient pas, il quittera ensuite Nancy. Par contre, il s'implique beaucoup dans les activités locales, notamment la Société des sciences, enfin, l'Académie de Stanislas. Émile Mathieu, c'est un cas que je n'ai pas trop le temps de détailler. Émile Mathieu qui fait de la physique mathématique à un niveau tout à fait intéressant. Lui, c'est un aigri complet. Il est persuadé qu'il mérite un poste à Paris et il passe une bonne partie de sa carrière à écrire au ministère pour revendiquer un poste à Paris. Le problème, c'est qu'il n'est absolument pas soutenu par les mathématiciens parisiens et qu'il va rester un peu tricard et vraiment très déçu du destin qui est le sien à Nancy. Il a une carrière tout à fait intéressante, mais par contre, il n'est absolument pas investi à l'échelle locale. Jules Molck, il est bien connu de vous, je pense. Il va diriger depuis Nancy la traduction de l'encyclopédie des sciences mathématiques et il va associer ses collègues nancéens. Cartan, Floquet, Fabry, Vogt, Boutroux interviennent dans cette entreprise. Il est très très investi au niveau pédagogique, avec les interrogations de licence, des cours libres. Il a un fort rayonnement international et surtout il est présent dans des tas d'instances locales. Le comité de surveillance de l'école professionnelle de l'Est, de l'école de commerce, de la société industrielle de l'Est. Il a plein de responsabilités locales et manifestement, il est très heureux de ça. Vogt, c'est un cas qui nous renvoie à mon chargé de cours de tout à l'heure, Paul Simon. Vogt va faire toute sa carrière à Nancy, 34 ans de carrière. Il sera directeur de l'Institut électrotechnique. C'est lui qui va créer spécialement un certificat de mathématiques générales pour les élèves qui arrivent dans les instituts techniques, qui ont un déficit de connaissances en mathématiques. Philippe Nabonnan a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, une grande activité pédagogique, notamment dans la revue internationale de l'enseignement. Et donc, c'est quelqu'un qui structure durablement la politique de construction des instituts, notamment à travers la direction de l'Institut électrotechnique. Et puis surtout, dans notre cadre-là, ce qu'on voit apparaître, c'est des figures qui, au niveau national, ne sont peut-être pas ultra connues, mais qui, pour le coup, localement, sont vraiment très très importantes. Gaston Floquet en a un bon exemple pour les maths. Il va passer toute sa carrière à Nancy. On lui donne des travaux sur les équations différentielles linéaires qui sont très importantes. Voilà, il fait de la mécanique théorique, mais ça, c'est plutôt avant 1900. On a une période où il publie beaucoup, notamment dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Après 1900, on est dans un investissement qui est plutôt local. Il est déjà assesseur du doyen à l'époque. Il sera ensuite doyen. Et là, il se transforme en vulgarisateur, animateur de la scène scientifique à destination du grand public. Il organise des tas de choses, et notamment des expositions d'histoire des sciences qui mettent en avant les savants lorrains dans l'histoire. Et puis la promotion des sciences et des techniques auprès de l'élite locale. Et c'est un doyen bâtisseur, puisque l'Institut de mathématiques et de physique, c'est en partie lui. Il est inauguré en 1906. Donc un lieu spécialement dédié aux maths et à la physique. Et puis surtout, Floquet, ça va être quelqu'un qui va être très très investi dans le développement de l'aéronautique civile et militaire avant 1914. Et alors, je vous montre simplement ça. Regardez l'adresse de la Ligue nationale aérienne de l'Est. Secrétariat de la faculté des sciences, c'est le bureau de Floquet. En fait. Et donc, cette Ligue nationale aérienne de l'Est, elle va s'investir à travers des tas de choses, des courses aériennes, des défilés, et puis des souscriptions pour acheter des avions militaires pour les bases aériennes locales.
Et puis, elle va s'investir aussi pour la construction d'un institut d'aérodynamique et de météorologie, dont on va signer, le cahier des charges techniques, la construction du bâtiment. Vous voyez la date là ? 1er juin 1914. Donc on a un institut d'aérodynamique destiné à former des ingénieurs et des militaires dans l'aéronautique. Ça va fonctionner pendant 3 ans, en 1911 à peu près, ça commence, mais sans bâtiment. On construit le premier bâtiment, en tout cas on signe le document pour la construction du bâtiment, et ça ne sortira jamais de terre. Voilà, conclusion, c'est ma dernière diapo, je vous rassure. Quels sont les enseignements de cette étude ? Il y en a peut-être d'autres, mais ceux qui me paraissent importants... Ceux qui me paraissent importants, ce sont les suivants. D'une part, il y a le poids des déterminismes régionaux qui vont jusqu'à structurer des choix d'investissement politique. C'est le cas pour Floquet et l'aérodynamique. Un autre point, c'est le fait que la faculté des sciences s'appuie pour les mathématiques sur un écosystème bien plus large que l'université. Et ça, on peut le voir dans d'autres disciplines. L'agronomie, on va du côté des écoles d'agriculture. On a des tas d'intervenants qui viennent d'horizons vraiment élargis. Donc le lycée, l'école professionnelle, les écoles de commerce. Il y a un fort dynamisme en recherche et une forte implication dans les sphères savantes et locales. Les sociétés savantes locales sont très très présentes. Je ne vous en ai pas trop parlé, mais la Société industrielle de l'Est, on a beaucoup de nos mathématiciens qui en sont membres, dont Bolk, et il y a une action vraiment auprès du public qui est très importante. Il y a l'importance des réseaux de publications locaux, les mémoires de l'académie locale, les maisons d'édition locales. J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment important. Il y a des initiatives nombreuses, des bâtiments, des instituts, des collaborations interdisciplinaires, notamment autour de l'aéronautique avec les physiciens, des créations de nouveaux diplômes, des initiatives locales. On voit très nettement qu'il y a le poids des acteurs individuels, en tout cas de certains acteurs, ceux qui veulent bien s'installer, et qui pèsent très nettement, politiquement aussi, floquer aussi des actions politiques. On a aussi l'espace provincial comme lieu de formation à la recherche. Manifestement, pour nous mettre de conf, on repère les bons éléments et on les place en province, et puis ensuite on les dispatche. Donc derrière tout ça, il y a une importance très très nette du contrôle ministériel et rectoral. Ce n'est pas spécifique à Nancy, mais on voit très nettement que ça joue dans l'université de province. Et donc le poids du recteur, notamment du recteur Adam, est vraiment très très important localement. C'est lui qui fait ou défait les carrières. Il y a l'importance des réseaux parisiens. Même s'ils ne sont pas là, les Parisiens sont là. Ils sont toujours là en arrière-plan. Et bien sûr, le moment déterminant, c'est la soutenance de thèse et aussi le rapport du recteur qui assiste aux soutenances. Voilà. Il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais j'ai déjà été trop long. Voilà. Bon, merci de votre attention.